introduire. Ok, alors est-ce que déjà tu peux nous présenter un petit peu ton agence, AKA? Oui. Donc AKA, c'était une agence de marketing ethnique spécialisée sur les populations originaires d'Afrique subsaharienne, du Maghreb et des Dom-Tom, Mhm. qui a été créée administrativement en 2005, juin 2005. Et entre juin 2005 et juin 2006, les deux primo-créateurs qui sont Gladys et Olivier ont fait une grande étude comportement de conso sur la cible afro. Donc sur des secteurs tels que la téléphonie, les cosmétiques, Mhm. l'alimentaire, etc. Et donc ils n'ont pas du tout démarché commercialement. Moi je rejoins l'équipe à ce moment-là, en juin 2006. Et donc ma mission était de faire parler de tout ce qu'ils avaient fait autour de cette étude-là. Et donc après, on a eu beaucoup de retours presse, Métro, LSA, Figaro, etc. Et le business s'est enclenché comme ça fin 2006. L'agence, sa particularité, c'est qu'elle a tout de suite mis en place et développé un panel en ligne Mhm. de consommateurs multiethniques. Et c'est ce qui fait voilà, son plus aujourd'hui. C'est qu'on a très vite misé sur l'internet et sur le panel. Donc notre spécialité, enfin notre crédibilité, on l'a construite sur les études d'abord, quali quanti. Et ensuite, bon, les clients, de toute façon assez naturel, nous ont demandé de développer d'autres prestations. Donc on fait de la communication, l'achat d'espace. Et donc voilà, on essaie d'être le marketing opérationnel, on essaie vraiment de couvrir l'ensemble des prestations qu'on peut attendre d'une agence. Donc AKA, en fait, c'est pas une agence que tu as créée, c'est une agence que tu as reprise, rachetée. Non, 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 je suis actionnaire depuis le début, mais moi j'ai un parcours en finance en fait. Donc Ok. bon, j'étais actionnaire au début, mais je regardais ça un petit peu de côté, on va dire. Il y avait ma soeur que tu as pu voir et Dauphine, Olivier. c'est ça? Ouais, ouais. Et qui créait ça. Donc moi, voilà, j'étais trader la journée et le week-end, j'allais dans la rue distribuer leurs questionnaires le samedi, le dimanche. Et donc voilà, puis après, quand j'ai décidé de tourner la page de la finance, je me suis dit, voilà, pourquoi pas me lancer à 100% dans l'aventure entrepreneuriale avec Akara, quoi. Donc Donc voilà. j'imagine que tu as senti un créneau par terre, Ouais, enfin, forcément. il faut vraiment rendre le crédit à Gladys et Olivier, parce que pour moi, comme voilà, j'avais un parcours en finance, où l'ethnique m'intéressait, mais de là à sentir un truc, non, enfin, c'est plutôt eux qui l'ont senti. Ils sont partis aux États-Unis d'ailleurs 6 mois pour voir un peu ce qui se faisait là-bas avant de revenir ici et Mhm. créer leur business. Et puis au début, ouais, c'était les premiers coups de fil, on n'était pas très attendus, hein. On s'est pris quelques bâches. Et en fait, c'est venu au fur et à mesure, et on va dire qu'on a un petit peu, entre guillemets, éduqué le marché, en étant les premiers à fournir des chiffres, en suscitant l'intérêt, etc. C'est comme ça que les choses sont un petit peu débloquées. Et voilà, des raccrochages au nez qu'on avait au début, et ben, on a commencé à intéresser, et puis de plus en plus, et puis les choses se sont lancées, quoi. Ok. Alors dans un pays où la statistique ethnique est interdite, Mm. euh, d'où sortent vos chiffres? Ben, nous, on raisonne par strate. Toutes nos études sont faites comme ça. Donc, on donne toute l'info à nos clients sur les échantillons qu'on a pu constituer. Mhm. On a l'autorisation de la CNIL pour faire nos études. On doit respecter des critères bien précis pour poser des questions. Il y a des questions qu'on peut poser, d'autres qu'on ne peut pas poser. Enfin, il y a tout un tas de règles à respecter. Et nous, on respecte ces critères-là. Et la CNIL est d'ailleurs très vigilante. Ils font des contrôles surprises. Ils nous en ont fait il y a une année et demie, je crois maintenant. Donc voilà, pour pouvoir travailler sur ces données-là qui sont données très sensibles, il faut respecter un certain nombre de critères et faire les choses correctement. Oui, elles sont pas publiques, ces données. Enfin, Il n'y a aucune statistique ethnique en France. Il y en a pas. Donc si quelqu'un vient vous dire je fais une étude avec un échantillon représentatif de ce qu'est la population noire, par exemple, ben, c'est un mensonge puisqu'il n'y a pas de statistique ethnique. Donc on ne sait pas à l'heure actuelle combien, de façon précise, on ne sait pas combien il y a de personnes afro en France, quelle est leur répartition entre les ouvriers, les cadres sup, les étudiants, etc. Tout ça on ne le sait pas. Donc après, nous, notre boulot, notre job, c'était d'utiliser toutes les rares études qui étaient disponibles de Mhm. l'INSEE. Dès qu'il y a un bout d'étude, on est dessus, on est à fond, et après on essaye de faire voilà, des projections, de voir un petit peu comment on peut. On va donner des fourchettes, on va essayer de donner des minimums, mais voilà, nous on essaie toujours d'être conservateur, de ne pas donner des chiffres délirants, parce que des fois j'entends des choses un peu bizarres, et donc on essaie d'être le plus rigoureux possible à ce Par niveau-là. exemple, aujourd'hui, vous pouvez pas dire combien de noirs il y a en France, en Île-de-France, à Paris. Ce qu'on peut dire de façon assez claire, c'est qu'il y a, et c'est un chiffre communément admis, c'est qu'il y a 80% on va dire, des afros qui vivent en Île-de-France. Ok. Et nous, on va dire, on l'a constaté de façon empirique, tout simplement parce que quand on administre nos questionnaires, qui sont administrés dans toute la France métropolitaine,
ben, 80% des retours systématiquement sur toutes les études qu'on fait, c'est l'Île-de-France. Donc on va dire que sur ce chiffre-là, on commence à bien le cerner. Après, sur le nombre d'afro qu'il y a en France, ça aussi c'est très difficile, très difficile de l'estimer. Sur la population antillaise par exemple, vu qu'il y a les chiffres d'immigration et qu'il y a rarement Parce que- d'immigration clandestine antillaise. Sur la population antillaise, ce qu'on sait, c'est le nombre d'Antillais vivant en métropole qui sont nés aux Antilles. Ça on le sait. Ok. Mais on ne sait pas combien ils ont eu d'enfants et combien de leurs enfants ont eu d'enfants. Donc c'est là qu'est la difficulté. Donc après, voilà, on peut faire des estimations plus ou moins raisonnables. Et après, ou alors on peut partir dans certains délires. Hein. On peut dire il y a 2 ou 3 millions d'Antillais en métropole, ce qui me paraît assez... Oui, voilà, ce qui me paraît beaucoup. Ce qui paraît une fourchette raisonnable, voilà, c'est de dire que entre 700 000 et 1 million d'Antillais en métropole, je pense que c'est à peu près raisonnable de dire ça. Maintenant, voilà, ce sont des fourchettes. On est désolé de ne pas être beaucoup plus précis, mais... Et pour la communauté africaine, vous avez des fourchettes aussi Ouais, on a des fourchettes, il y a des choses qui sont sorties. Nous, on est un... Alors, c'est très difficile parce que là aussi, on va vouloir vous intégrer des clandestins, donc ça c'est très compliqué. Mais généralement, on admet au minimum, on va dire 1 100 000 originaires d'Afrique subsaharienne en France. Alors après, ça c'est nous, et on pense que c'est un chiffre conservateur pour toutes les raisons que j'ai évoquées. On arrive à peu près bien à estimer première, deuxième génération, mais la dernière là, c'est très compliqué. Donc voilà, nous on préfère être conservateur, certainement qu'il y en a un peu plus, mais en tout cas, on n'annonce pas des choses délirantes. Voilà. C'est à manipuler, vraiment j'assiste avec des pincettes, quoi. Et d'un point de vue comportemental, vous avez aussi des infos Ouais, nous on est très orienté conso. Hein. Ouais. Voilà. Donc nous on est très orienté conso, donc oui, on a des infos sur les secteurs qu'on a pu étudier, comme je disais, téléphonie, transfert d'argent, cosmétique. Aujourd'hui on est vraiment la référence en ethno-cosmétique. Donc tout ça, oui, on a des... Mais donc justement, avant c'est des supports comme les vôtres de marketing ethnique, comment faisaient les gros groupes qui au final se jettent tous dans le marché Ils de faisaient pas. l'ethnique. Donc ils allaient à l'aveuglette. Mais ils faisaient pas. Ouais, c'est vrai que c'est un... Ils faisaient pas, en fait. Ah, mais je veux dire, parce qu'ils ont forcément de la stratégie en termes de la stratégie marketing dès lors qu'ils sortent un produit, et ils partaient à l'aveuglette. Ouais, il y avait deux... si on prend par exemple, si on considère l'ethno-cosmétique, typiquement, il y avait les marques dédiées, spécifiques, ethniques, et les marques généralistes qui regardaient ça d'un peu loin, qui s'y intéressaient pas plus que ça. Et en fait, les marques dédiées avaient, on va dire, dans leur ADN pour certains la connaissance, parce que les créatrices des marques étaient originaires de machin. Donc voilà, elles sentaient bien, même si c'était pas forcément tout le temps très rigoureux scientifique, elles connaissaient bien les attentes, etc. etc. Donc voilà, et après de l'autre côté, vous aviez les grandes marques qui voyaient ça très loin, qui connaissaient pas du tout, et qui ont commencé à s'y intéresser quand elles ont vu les budgets, et puis surtout que, comme toutes les marques, elles sont toujours en recherche de relais de croissance. Tiens, qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau? Voilà. Et là, on a vu aussi une évolution, parce qu'au début, leur questionnement, c'était de se dire, bon, voilà, on a une gamme de produits, qu'est-ce qu'on pourrait prendre dans notre gamme qui pourrait à peu près satisfaire les afros, si on met une petite égérie ou si on met une petite pub dans Amina, tac, tac. Voilà, donc elles ont commencé comme ça. Et ensuite, elles se sont rendues compte que ça marchait pas forcément. Donc elles sont revenues nous voir en disant ouais, finalement vous avez peut-être raison, est-ce qu'on peut pas fouiller un peu plus? On a commencé à faire des études plus approfondies, des focus, et là elles ont vu que les consommatrices afro, on ne pouvait pas leur raconter n'importe quoi, qu'elles étaient très connaisseuses, et elles se sont dit on va peut-être réfléchir à de vrais produits adaptés à leurs problèmes. Et donc là, on va adapter notre communication, elles sont passées à on va développer de vrais produits en réfléchissant bien aux attentes. Donc ça c'est sur 5-6 ans, mais on l'a vu l'évolution. Voilà. Et mais après, c'est pas des philanthropes. Ouais, ils y vont parce qu'ils disent qu'il y a un marché. Voilà. Et on voit qu'aujourd'hui le marché est en pleine effervescence, que ce soit au niveau des supports de communication, il y en a énormément qui se créent. Les marques de cosmétiques, on a l'impression qu'il y en a une qui se crée tous les jours. Est-ce que c'est un marché qui n'est qu'au début, selon vous, de sa phase d'évolution? C'est un marché... Ou c'est quelque chose qui va arriver très rapidement en saturation? C'est un marché qui, l'air de rien, continue à se structurer. Il n'y a pas que l'offre, mais aussi la distribution, par exemple.
Et on le voit bien au niveau de la distribution, c'est un marché qui est en pleine mutation. Alors, d'une distribution que certains appelaient ghetto, Château d'eau, Château Rouge, etc. On passe à quelque chose de plus structuré, avec des boutiques plus qualitatives. On a les Inaya, les coloris, enfin, il y en a vraiment pléthore. Et là aussi, tous les jours ça pousse, et tant mieux. Et donc du coup, on va ramener les produits afro dans un circuit de distribution plus qualitatif. Et ça génère du chiffre, c'est des nouveaux marchés, c'est un nouveau business, quoi. Il y a plus de réassurance pour les consommatrices, plus de sécurité, plus de traçabilité dans les produits, c'est super important, parce que des fois, on le sait très bien, enfin, pas stigmatisé, mais des produits dans certaines boutiques exotiques, on ne sait pas trop d'où ça vient, il y a pas mal de contrefaçons, pas mal de soucis. Donc déjà au niveau de la distribution, ça se structure et tout n'est pas encore fait, hein. Il y a des choix à faire entre parapharma, pharma, le food aussi qui se développe pas mal avec des marques. Donc c'est un marché qui est en évolution permanente en ce moment, qui bouillonne bien, tant sur l'offre que sur le mode de distribution. Et je pense qu'on n'est pas arrivé, au bout. Maintenant, c'est clair que le marché il va s'organiser lui-même, quoi. Il risque d'y avoir de la concentration, il risque d'y avoir des gens qui vont sortir du jeu parce qu'il n'y a pas de place, à mon avis, pour avoir 15 ou 20 gros players sur ce marché-là, ça c'est clair et net. Et après, il va falloir l'envisager en fonction des. Ce que je disais, un gros player au niveau média, au niveau. À tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est ce que je disais, c'est important quand même de bien cerner la population afro, si on parle que d'elle. Il y a aussi la population maghrébine qui est intéressante à étudier. Parfois, il y en a peut-être qui s'emballent un peu, quoi, sur le nombre d'afro qui est en France. Donc c'est un marché, certes, mais c'est pas non plus. Enfin, on n'est pas aux États-Unis, quoi. Donc je pense pas qu'il y ait la place pour 20 players ni dans les médias, dans les marques de cosmétiques, etc. Il y a de la place pour des vrais gros players qui vont apporter une vraie valeur ajoutée, quelque chose de différent. Mais si tout le monde se copie en se disant le marché est énorme, donc de toute façon il y a la place pour 3 ou 4 ou 5 copies, ça marchera pas, quoi. C'est clair et net. Et du coup, quels sont les supports de communication pour cette cible-là, pour la cible afro? Qu'est-ce que vous conseillez majoritairement? Nous, on va conseiller deux choses, hein. Du mainstream, ça va être du glamour, de l'affichage, TF1 si vous pouvez, voilà, et des magazines spécialisés, plus communautaires. Les deux fonctionnent en fait. En France, les deux fonctionnent. On n'est pas dans le modèle américain où c'est très football là-bas, c'est très forest bias, donc c'est les médias de la communauté et que ça, etc. Est-ce qu'on n'est pas en train de tendre vers du football, justement? Je pense pas, non. Non? Non, je pense pas. C'est pas, on est culturellement, la France, c'est pas les États-Unis, non. Même ne serait-ce que par tous les événements qu'on voit se développer, les after-work, tout le networking qui se met en place, les blogueuses de plus en plus influentes. Ouais, mais ça veut pas dire que ça se communautarise en fait. Ça veut juste dire qu'il y a des figures emblématiques qui émergent. Et elles émergent parce qu'elles ont des choses à dire intéressantes, elles ont de la valeur ajoutée, quoi. On parle des blogueuses ou qu'on parle des événements ou des choses, c'est de la valeur ajoutée. Mais pour autant, je pense pas qu'en France, on a vraiment ce phénomène-là un peu. Aux États-Unis, tu dois faire ton choix, quoi. Aux États-Unis, t'es une communauté afro, t'es blanc, t'es asiatique, et basta, quoi. T'as pas intérêt à un truc. Ici, même si on a nos trucs, nos événements, ça se mélange, et ça interfère. Donc voilà, non, je pense pas qu'il y ait. Ça s'ostracisme, mais je pense plutôt qu'il y a en fait l'émergence de médias plus forts, de personnalités plus fortes, et parce qu'elles sont de meilleure qualité, tout simplement. Que ce soit les médias ou les gens. Ça émergeait pas avant parce que voilà, les gens ils n'avaient pas encore trouvé le truc, ou je sais pas, ils n'avaient